La Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a déposé un rapport complet sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au président de cette institution, Christophe Mbosso. Plusieurs acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'état de siège ont été concertés pour dégager une vue d'ensemble de ce qui bloque les opérations sur terrain. Et puis, participation des femmes au processus électoral, la CENI s'engage à identifier les problèmes qui empêchent non seulement une forte participation des femmes, mais surtout leur représentation. Les détails dans ce journal. 10e jour de l'invasion de l'Ukraine, les troupes russes continuent leur progression et des bombardements ont lieu dans plusieurs villes du pays. Un cessez-le-feu a été décrété pour la ville de Mariupol, victime depuis plusieurs jours d'intenses bombardements. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous et bon week-end. À l'Assemblée nationale, la Commission Défense et Sécurité a déposé un rapport complet sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au président de cette institution, Christophe Mbosso Nkodia. Plusieurs acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'état de siège ont été concertés pour dégager une vue d'ensemble de ce qui bloque les opérations sur terrain. Après avoir pris langue avec toute le couche sociale impliquée dans la mise en œuvre de l'état des sièges décrété par le chef de l'État dans 2 provinces en proie à l'insécurité, le président de la commission défense et sécurité, Bertin Mubonzi, est allé déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale chapeauté par Christophe Mbosso Nkodia. Et au sortir de cette audience, Bertin Mubonzi a circonscrit le cadre général de cette rencontre. C'était une occasion pour le bureau de la commission d'échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions déjà commencer à préparer les choses et savoir comment nous allons aborder certaines questions. Et je crois que c'était très important parce que ça nous permet d'avoir une idée assez claire de la manière dont nous allons affronter la session de mars, surtout dans le secteur qui est le nôtre, la défense mais aussi la sécurité. Le député national Jacques Njoli a estimé que la problématique de l'état des sièges, en ce qui concerne l'Assemblée nationale et sa commission défense et sécurité, ils ont soumis leurs conclusions à la plénière et des recommandations ont été formulées à l'attention du gouvernement pour une suite favorable. Après évaluation, nous avons soumis nos conclusions à la plénière et il y a eu des recommandations qui ont été envoyées au gouvernement. Il faut qu'on évite la surenchère et de la récupération politique sur des dossiers aussi sérieux que la survie de la nation. Et sur ce point-là, la commission, sans pression aucune, ni considération personnelle, nous avons discuté avec le président pour voir comment on aborde ces questions-là à la session de mars. La commission se propose de rencontrer l'exécutif pour qu'elle puisse faire l'état des lieux de la mise en œuvre de ces recommandations sur le plan technique. Dans l'actualité également, le président de la CENI a lancé la réunion préparatoire du cadre de concertation genre, diversité, élection, en présence notamment du représentant pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Face aux représentants des organisations féminines, Denis Kadima a précisé que la CENI s'engage à identifier les problèmes qui empêchent non seulement une forte participation des femmes dans le processus électoral, mais surtout leur représentation. Plaidoyer pour une participation plus accrue de femmes au processus électoral, Denis Kadima a lancé une réunion préparatoire du cadre des concertations genre diversité élection. Cette institution veut, en croire son président, jouer sa partition au regard de cette question d'inclusion et du genre. La centrale électorale tient à donner la preuve que cette question ne sera pas seulement une promesse. Et, pour y arriver, elle promet de travailler dans ces cadres de concertation en vue d'identifier les problèmes qui empêchent non seulement une forte participation de femmes, mais surtout leur représentation. Dans son mot, le président de la CENI a relevé que la première bataille devra porter sur ce qu'il qualifie de violation de la Constitution qui parle de la parité homme-femme, alors que la loi électorale montre une très grande faiblesse qui frise la violation même de la Constitution. La CENI tient à le faire et à agir de telle façon que ça ne soit pas juste
une promesse comme on le fait souvent. Nous sommes persuadés que la question de l'inclusion, particulièrement de la femme, c'est une question de droits de l'homme, c'est une question de démocratie. Si nous ne le faisons pas, nous aurons violé un droit fondamental de l'homme et nous aurons violé une notion essentielle de démocratie. Nous allons travailler ensemble dans ce cadre de concertation pour arriver à identifier les problèmes qui empêchent non seulement la participation, mais aussi la représentation. De son côté, le représentant pays d'AIFES s'est réjoui de l'avancée du processus marqué par l'appui financier de son instance impliquée depuis le début de ces cadres, via l'USAID à travers le gouvernement américain. Nous sommes au mois de mars. Je voudrais vous inviter aussi à plus d'implication dans le processus électoral et politique. Pour sa part, le deuxième vice-président Didi Manara salue la détermination affichée par les organisations féminines. Joséphine Galula Kabeya, membre de la plénière, invite ses congénères à s'approprier la feuille de route du processus électoral 2021-2026 afin d'assurer leur participation active à tous les niveaux. Profitant de l'occasion, une bonne poignée de participantes ont pris la parole en formulant un certain nombre de suggestions, inaugurant ainsi les échanges qui devraient se poursuivre selon un calendrier. Et puis la présidente de la SBL Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'est envolée ce samedi pour Kalemi dans la province du Tanganyika. Accompagnée d'une forte délégation, l'ancienne première dame de la RDC est allée participer aux activités liées au mois de la femme, principalement la journée du 8 mars. C'est à bord de l'Airbus A320 de la compagnie d'aviation africaine que Marie-Olive Lembe Kabila, accompagnée d'une forte délégation, se dirige vers la ville de Kalemi, dans la province de Tanganyika, ce après l'escale de Kisangani, dans la Chopo, et Goma, dans le Nord Kivu. Au nombre de sa délégation figurent médecins, professionnels des médias, membres de sa cellule de communication, question de l'accompagner dans ses innombrables activités humanitaires. Après Lubumbashi au début de l'année en cours, l'ex-First Lady répond aux besoins lui exprimés par ses compatriotes de la ville lacustre de la côte est de la République démocratique du Congo. À l'occasion, la forte délégation de l'Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, venue du Nord Kivu, conduite par Ndole Kundos, coordonnateur national de Initiative Plus OLK, et celle du Haut-Katanga, conduite par Madame Chimène, la ville de Kalemi va vibrer au rythme des activités philadelphiques que va devoir mener nos médecins en faveur des démunis ou les laisser aller pour compte à la charge de Marie-Olive Lembe Kabila. Identification des anciens combattants et des retraités militaires. La vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubou, a lancé le processus pour la maîtrise des effectifs afin de remettre à chacun d'eux une carte biométrique. Les détails dans cet élément. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants vient de déclencher le processus du recensement des anciens combattants en vue de la remise de la carte biométrique. C'est la vice-ministre Séraphine Kiloubou qui a pris le temps d'insister sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle du bien-être de tous les Congolais, avant de marteler que ce recensement et la biométrie concernent également les retraités militaires. À vous tous qui venez pour se faire recenser, que l'intégrité et l'honnêteté vous caractérisent, afin de nous permettre d'améliorer vos conditions de vie. Pour ce, je déclare le lancement de l'opération de recensement des anciens combattants et des retraités. Une opération qui a pour objectif de constituer un fichier unique des anciens combattants bien identifiés, et ce, pour un encadrement et prise en charge par l'État congolais. Ce qui fera éviter au gouvernement toute confusion, un personnel fictif. L'identification et la remise des cartes biométriques se poursuivra sur toute l'étendue du territoire national.
Et puis le gouverneur militaire de l'Ituri mobilise les différentes structures communautaires et des pacifications pour obtenir la libération des membres de la task force prise en otage depuis le 16 février dernier par les miliciens Codeco dans la région de Bambou à Djougou. Au sortir d'une réunion du comité provincial de sécurité vendredi, ces structures plaident pour la libération immédiate de Thomas Lubangai, autre. Préoccupés par la prise d'otages des membres de la task force par la milice Codeco, les gouverneurs militaires de l'Ituri, les lieutenants général Luboya Kashamadjoni mobilisent les structures communautaires et des pacifications pour obtenir la libération de ces émissaires du chef de l'État pour la paix. Ce vendredi 4 mars, la question a été largement débattue au cours d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux associations culturelles Inté et Lori, à l'UNADI, à la task force et au PDDRCS. À l'unanimité, ces structures appellent les miliciens Codeco à libérer immédiatement Thomas Lubanga et sa suite. Quelles que soient les justifications qu'ils peuvent pousser, je crois qu'il est temps qu'ils puissent revenir à la raison. Parce que tout l'Ituri s'est joint à ces gens-là qui sont en train de souffrir maintenant à ce moment-là gratuitement. Et donc, comme tout le monde, nous ne pouvons que demander à ces éléments de la Codeco de pouvoir libérer ses frères. Tous ceux qui sont pris en otage sont en fait des Ituriens. Et ces Ituriens sont partis là pour rechercher la paix. Et c'est pour cette raison-là que nous leur demandons de pouvoir jouer de toutes leurs possibilités de manière à remettre ces gens à la liberté pour que la paix que nous recherchons en Ituri puisse aller de l'avant. Et c'est une mobilisation générale autour de l'autorité provinciale pour passer un signal fort aux ravisseurs et de libérer ces gens-là qui sont allés vers eux avec un message de la paix. Donc, on suppose qu'il n'y a aucune raison qui peut justifier leur présence dans les conditions où ils sont actuellement. Mutu yeyote ikuwe miko muhema kwamba ndugu yangu Balendu makabila zingine wako tuko na réclamer libération bale batu. Cette démarche traduit l'engagement inébranlable du chef de l'État et commandant suprême des FARDC à pacifier la province de l'Ituri. Rappelons-le, c'est depuis le 16 février dernier que 7 membres de la task force appelant pour parler avec le milicien de la Codeco ont été pris en otage par ces derniers au camp Yalala, à environ 2 kilomètres de Bambou, dans le secteur de Walendu, Djati, en territoire de Djougou. Et puis, d'une province à une autre, au Lualaba, la gouverneure intérimaire a lancé et clôturé la matinée d'information sur les apports de l'INPP dans les entreprises privées, le plan de formation pour l'exercice 2022. Devant les représentants de plusieurs entreprises privées, l'autorité provinciale a félicité les organisateurs pour la mise en pratique des exhortations du chef de l'État. Organisé par la Fédération des entreprises du Congo, section provinciale du Lualaba, en collaboration avec l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP, la matinée d'information sur les apports de l'INPP et le plan de formation pour l'exercice 2022 a connu la participation de la gouverneure intérimaire du Lualaba. Les représentants des entreprises privées ont répondu massivement au rendez-vous dans la salle de fête Rejoice de Kolwezi, jeudi 3 mars 2022. Cela me rassure sur le fait que les exhortations du chef de l'État sur la prise de conscience de tous les citoyens pour un Congo émergent et fort ne sont pas restées lettres mortes. Félicitations à ces deux institutions, la FEC et l'INPP au Lualaba. Le conseil technique du directeur général a félicité l'autorité provinciale pour avoir offert à l'INPP un terrain de 25 hectares. On a trouvé que vous avez une bonne impulsion pour accompagner la vision agricole et vous êtes arrivé à rabattre le prix de l'emblavement d'un hectare. Ils étaient au-delà de 300, aujourd'hui ils sont autour de $50, labour et herçage. Parce que vous avez acquis du matériel agricole, l'INPP va former 10 techniciens pour la maintenance de ces engins agricoles. Ça, c'est la première annonce pour l'accompagnement de votre action en province. Après une séance de questions-réponses entre les organisateurs et l'assistance, ainsi que la remise symbolique des brevets d'études à quelques entreprises pour la formation acquise au sein de l'INPP, la première citoyenne de la province du Cobalt a déclaré close cette grande cérémonie par quelques mots pertinents. Cette matinée informative
aura tout son sens si et seulement si tout participant s'approprie ce qui a été dit ici, le met en pratique et en fait part à ceux-là qui ne sont pas ici présents mais que la chose intéresse. Je déclare close cette matinée informative et je vous remercie. Et puis le coordonnateur provincial du projet Picagel au Sud Kivu a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation et de dissémination des semences agricoles aux ménages. L'objectif est d'accroître la productivité agricole et combattre la sous-alimentation. Ces hommes et femmes issus des ménages agricoles de Chirunga à Kabaré sont informés et éduqués sur les valeurs agronomiques et nutritionnelles des cultures biofortifiées ainsi que l'approche zéro dans la production et la dissémination des semences dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel. Le ménage agricole et concessionnaire agri-multiplicataires ont été sensibilisés tour à tour sur la bonne manière de cultiver et d'entretenir leurs champs pour s'attendre aux meilleurs résultats. Et nous avons montré pendant cette campagne les avantages qu'il y a avec les cultures biofortifiées, qu'il s'agisse de haricots ou de maïs, au-delà des teneurs en fer, en zinc et en vitamine A, mais également aussi en termes des avantages agronomiques sur le rendement. Vous avez compris qu'avec 1 kg de haricots, le paysan peut produire à 8 à 10 kg. Ça, c'est pour les haricots. Et avec le maïs, il peut produire de 1 kg entre 80 et 100 kg. Au total, 9500 ménages sont ciblés pour cette saison dans les variétés de maïs et de haricots dans différentes zones du Sud Kivu. Cette action va permettre de contenir la malnutrition et assurer l'autosuffisance alimentaire, a dit le directeur du Picagel. Quand vous voyez les statistiques, c'est parmi les provinces qui sont touchées par la malnutrition. C'est comme ça qu'on a confié à SIAT ce volet de nutrition. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici pour donner maintenant les semences biofortifiées afin que les familles produisent pour nourrir nos enfants. Dans l'allégresse, les bénéficiaires ont remercié ses partenaires du gouvernement congolais d'avoir songé à ce secteur clé qui assure l'indépendance alimentaire et contribue à la création d'une forte main-d'œuvre paysanne. Je dis merci au projet Picagel de nous avoir donné ces semences pour que nous produisions en grande quantité et ça va nous permettre de lutter contre la famine. Cette sensibilisation va permettre à la population de s'approprier et pérenniser les acquis du projet Picagel de toutes ses composantes. Revenons à Kinshasa. La vidéo a fait le tour de la toile et a suscité un tollé au sein de l'opinion publique. On y voit un policier en train de tracasser un paisible citoyen, se faisant passer pour un agent de la DGRAD ou encore un OPJ. Ce policier indiscipliné a été arrêté et présenté au commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Regardez. Il n'a pas respecté le code de la route et pourtant lui-même est professionnel de la régulation routière. Une vidéo a fait le tour du monde montrant ce policier dans ses sales besognes en train de tracasser un paisible citoyen qui se rendait à l'hôpital avec son enfant malade. Le policier lui demandait 421 000 francs congolais, lui-même agent de la police d'un côté, agent de la DGRAD et OPJ en même temps. L'information remonte à la hiérarchie. Ce malfrat qui ternit l'image de la police est immédiatement aux arrêts pour corruption et usurpation des fonctions publiques. Mon général, personnalité Après sa présentation à la presse, cet agent est immédiatement transféré à l'auditorat militaire où il subira la rigueur de la loi pour servir d'exemple à ceux qui demeurent encore dans ces sales habitudes. Et puis en dehors de nos frontières, au 10e jour de l'invasion de l'Ukraine, ce samedi 5 mars, les troupes russes continuent leur progression et des bombardements ont lieu dans plusieurs villes du pays. Un cessez-le-feu a été décrété pour la ville de Mariupol, victime depuis plusieurs jours d'intenses bombardements, selon le ministère de la Défense russe. Après des discussions entre les représentants de Kiev et Moscou, l'évacuation des civils qui devrait débuter depuis 9 heures a été
été reporté et les autorités de Mariupol affirment par ailleurs que le cessez-le-feu n'était pas respecté par les forces russes sur terrain. Un nouveau round des négociations pourrait avoir lieu ce week-end selon les Ukrainiens. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d'un entretien avec les chanceliers allemands que le dialogue n'était possible que si toutes les exigences russes étaient acceptées. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Et puis la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a déposé un rapport complet sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au président de cette institution, Christophe Mbosso. Plusieurs acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'état de siège ont été concertés pour dégager une vue d'ensemble de ce qui bloque les opérations sur terrain. Participation des femmes au processus électoral, la CENI s'engage à identifier les problèmes qui empêchent non seulement une forte participation des femmes, mais surtout leur représentation. Vous avez suivi les détails dans ce journal. 10e jour de l'invasion de l'Ukraine ce samedi 5 mars. Les troupes russes continuent leur progression et des bombardements ont lieu dans plusieurs villes du pays. Un cessez-le-feu a été décrété pour la ville de Mariupol, victime depuis plusieurs jours d'intenses bombardements. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.